Alors que l'univers 7 vient de remporter la victoire face à l'univers 11, remportant par la même occasion le tournoi du pouvoir qui opposait 8 univers, la paix ne sera pas bien longue pour l'univers gagnant. Puisque seulement quelques temps après avoir fait la connaissance de guerriers surpuissants, Sangoku et Vegeta décident de reprendre l'entraînement afin de devenir encore plus forts que leur précédent adversaire. Seulement, ils seront kidnappés par la patrouille galactique afin de demander leur aide pour capturer un dangereux évadé de la prison galactique qui nécessite étrangement la présence d'un certain Dai Kaioshin. Mais qui est ce mystérieux évadé? Quelle menace représente-t-il? Et pourquoi faire appel au Dai Kaioshin? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Capitaine Barbu. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire la narration de l'histoire de Moro, l'un des personnages les plus puissants de l'univers de Dragon Ball, avec une petite histoire que je trouve particulièrement originale. C'est parti. Il y a 10 millions d'années, un combat fait rage entre le Dai Kaioshin, le Kaioshin du Sud, et un individu mystérieux nommé Moro. Étant en difficulté face à leur adversaire qui fait usage de la télékinésie pour leur envoyer des roches galactiques à toute vitesse, le Dai Kaioshin semble être totalement dépassé par les aptitudes de Moro. Voici donc celui qui domine le combat. Il se nomme Moro et il semble être doté de capacités magiques très puissantes. Il pratique alors la télékinésie, ce qui l'avantage dans ses combats. Mais il est également capable d'exercer d'autres aptitudes, comme par exemple l'absorption d'énergie vitale, qui est l'une de ses techniques principales qui va l'accompagner tout au long de son histoire. Lorsqu'il tend le bras vers une planète, c'est pour aspirer l'énergie vitale de la faune et de la flore. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il peut également absorber l'énergie de la planète elle-même. Cette énergie vient à lui, de la même manière qu'un Genki Dama, sauf qu'au lieu de s'en servir comme attaque, il va tout simplement la consommer afin de gagner en puissance, une sorte de carburant. C'est donc tout naturellement qu'il libère une nouvelle énergie après avoir absorbé une planète tout entière, et celle-ci impressionne donc le Dai Kaioshin et le Kaioshin du Sud. Le gain d'énergie est si conséquent que même le Dai Kaioshin se fait la réflexion qu'il ne sait pas s'ils vont réussir à le vaincre. Et dans le même temps, nous en apprenons donc davantage sur Moro. La milice galactique le nomme Moro l'astrophage, et celui-ci est accusé d'avoir détruit la galaxie Iragi et d'avoir annihilé 320 planètes, ce qui est impressionnant pour introduire la puissance de ce dernier. Comme le Kaioshin du Sud le précise, s'ils peuvent le priver de sa magie, alors il serait plus facile à neutraliser. Et effectivement, le Dai Kaioshin n'est pas contre cette idée. Il opte alors pour faire usage de sa force divine afin de pouvoir réaliser une technique qu'il a lui-même mise au point. En revanche, elle est plutôt risquée et c'est pourquoi il ne l'a pas enseignée aux autres Kaioshin. Il concentre alors toute sa puissance afin de manipuler l'attaque intitulée le Kai-Kai Mator et celle-ci va réellement atteindre Moro qui se verra être privé de sa magie et donc trop faible pour lutter. Ce qui l'amène donc à être arrêté par la milice galactique et donc il sera enfermé pendant des millions d'années dans la prison galactique. L'ensemble des crimes qu'il avait commis l'avait amené à la peine de mort. Mais personne n'était capable d'exécuter la sentence qui lui pendait au nez. La peine de mort ayant donc été modifiée en une peine à perpétuité. Mais quelles ont été ses motivations? Pourquoi a-t-il commis tant de crimes? Et surtout, dans quel but? Eh bien ça nous allons le découvrir dans la suite de son histoire. Merus informe Sangoku et Vegeta que Moro a réussi à récupérer sa magie et qu'il a réussi à s'évader de la prison galactique. Pour le capturer de nouveau, ils ont besoin de faire appel au Dai Kaioshin, qui semble être le seul à connaître la technique phare pour le priver de sa magie. Mais les capacités de Moro semblent aller au-delà de la simple manipulation de la télékinésie ou de l'absorption d'énergie vitale, puisque lorsque Sangoku essaie de ressentir sa présence, Moro réussit à ressentir lui-même la présence de Sangoku. Son aura a réussi à provoquer une légère terreur en Sangoku, car lui-même confie ne jamais avoir ressenti quelque chose d'aussi épouvantable que c'est comme si une infinité de voix humaines hurlaient en même temps. Merus creuse alors la profondeur de cette sensation en affirmant à Sangoku que lorsque Moro aspire l'énergie vitale des planètes pour s'alimenter, son être se voit être parcouru de toutes les créatures qu'il a tuées. Mais tout comme le roi démon Piccolo, Moro a réussi à se libérer dans un état qui n'est clairement pas son prime. Il semble être vieilli et son énergie n'est pas au maximum de ce qu'il avait l'habitude d'avoir. Lui-même avoue qu'il n'est pas aussi fort qu'avant, puisqu'après une simple détection d'énergie, il est déjà à bout de force
et cela ne peut pas durer éternellement. Il est donc accompagné par Cranberry, qui est un ancien soldat de Freezer ayant survécu sur la planète Namek. Alors bon, survivre est un bien grand mot, en réalité il est mort, mais il a été ramené à la vie suite au vœu qui avait été fait de ramener toutes les personnes éliminées par Freezer et son armée, et sachant que Cranberry est mort par Zarbon, eh bien il est revenu à la vie. En parlant de la planète Namek, Moro a pour projet de se rendre sur la nouvelle Namek, puisque cette planète, bien qu'elle contienne une énergie vitale colossale, il y a également les Dragon Ball. Cranberry semble alors mener une collaboration avec Moro. En échange des informations sur les Dragon Ball, Moro est celui qui protégera Cranberry contre de potentiels adversaires. En réalité, Cranberry souhaite se servir des Dragon Ball pour être exilé sur une planète en dehors de l'emprise de Freezer et de son armée, puisque souvenez-vous, il a été frappé par Zarbon, ce qui a provoqué sa noyade. Il a alors été ressuscité grâce au vœu de Popo qui a souhaité que les victimes éliminées par Freezer et son armée puissent revenir à la vie, Cranberry en faisant partie. Et Moro, quant à lui, souhaite réaliser qu'un seul vœu. Mais lequel? Une fois arrivé sur Namek, Moro ressent directement l'énergie de Sangoku, et d'ailleurs, il jugera son énergie comme étant de bonne qualité. Bien que Sangoku et Vegeta se fassent la réflexion que ce n'est qu'un vieillard en fin de compte, ils vont rapidement comprendre la menace que représente Moro. Il se sert alors de sa télékinésie pour attirer un jeune Namek qui s'était caché. Il souhaitait donc en faire son repas, ce qui signifie qu'il comptait tout simplement absorber son énergie vitale. Le jeune Namek sera secouru par Vegeta de très peu, mais cela n'est pas suffisant pour arrêter Moro dans sa quête. Vegeta se transforme alors en Super Saiyan et s'apprête à affronter Moro, mais ce dernier lui affirme qu'il n'a aucune chance de pouvoir le capturer, en tout cas pas avec si peu de puissance. Les offensives de Vegeta ne mèneront à rien puisqu'il ne parvient pas à toucher Moro. Le corps à corps ne semble pas être efficace face à celui qui a pour réputation de dévorer des planètes. Moro fait donc usage de sa magie, de sa télékinésie pour projeter Vegeta au sol avant de l'expédier dans la roche un petit peu plus loin. Mais bien que cette aptitude soit incroyable, elle ne sera pas suffisante pour neutraliser Vegeta. C'est donc sous sa forme de Super Saiyan divin qu'il reprend le combat, et désormais, le voilà plus fort que Moro car sa magie n'opère plus aussi efficacement qu'au départ. Vegeta réussit alors à porter un coup à Moro, ce qui aura pour effet de lui faire constater que vaincre Vegeta ne sera pas aussi facile. Mais le prince des Saiyans aura tort de le provoquer en jugeant le niveau de Moro comme étant pas incroyable. Si Vegeta veut voir ses pouvoirs magiques, alors très bien, Moro accepte de lui faire une démonstration. Il se concentre alors avec précision dans le but de provoquer une projection d'énergie planétaire, ce qui consiste à se servir de l'énergie de la planète contre des combattants à la surface. Cette attaque ne dépend alors pas de la puissance de Moro, mais bien de la taille de la planète. Et comme Moro l'indique, Namek semble être une planète qui produit une excellente qualité d'énergie. Rapidement, la forme du Super Saiyan divin ne sera pas suffisante pour faire face à cette redoutable technique. Vegeta va donc tenter d'esquiver ses projections grâce au vol, mais hélas, Moro semble avoir une parfaite maîtrise de cette technique. Bien évidemment, Vegeta essayera de trouver une faille dans cette attaque, mais aucune de ses idées n'atteindra son but. Et même s'il voulait esquiver les projections jusqu'à épuisement de l'énergie de la planète. Cela ne fonctionnerait pas puisque Moro affirme pouvoir utiliser l'énergie de la planète jusqu'à épuisement, ce qui provoquerait donc la destruction de la planète Namek. Moro confie alors à Vegeta qu'il est venu sur Namek pour faire usage des Dragon Ball, et son vœu semble être animé par le désir de gagner davantage de puissance. Il avance à Vegeta que s'il était en pleine possession de ses capacités, il n'aurait même pas à lutter contre des adversaires tels que lui, ce qui annonce quelque chose de terrible s'il parvient à obtenir sa puissance d'antan. Moro affirme donc vouloir retrouver sa puissance de l'époque, mais il s'est fait avoir de la même manière que celle lorsque Piccolo souhaitait lui soutirer des informations sur son identité et son objectif. C'est donc tout naturellement qu'après avoir obtenu cette information, Vegeta laisse le Super Saiyan Blue se manifester et cette forme fera preuve d'une meilleure prestation face à Moro. Ce dernier tente alors de faire usage de la projection d'énergie planétaire face au Super Saiyan Blue, mais Vegeta se montrera bien trop rapide pour que celle-ci ne réussisse à le toucher. Il atteint donc Moro au corps à corps et n'aura pas trop de difficultés à l'atteindre. Mais un nouveau problème est rapidement ressenti par Son Goku et Vegeta.
puisque Moro n'a pas été vaincu par l'attaque de son adversaire. Il prépare alors une attaque à base d'énergie planétaire, mais pas que. Il aspire également l'énergie des habitants Namek afin de gagner davantage de puissance dans son attaque. Moro avale alors cette énergie colossale qui était composée de l'énergie de la planète, celle des habitants, mais aussi une majeure partie de celle de Sangoku et Vegeta. Ce qui naturellement amène Vegeta à ne plus pouvoir se transformer par manque d'énergie. Moro n'a donc aucun mal à le brutaliser puisque son adversaire est désormais dépourvu d'énergie. Et Moro n'a pas tort. Vegeta et Sangoku connaissaient très bien la nature de son pouvoir, et à aucun moment ils n'ont jugé qu'ils soient capables d'aspirer leur énergie à eux aussi. Même Sangoku n'aura aucun effet sur Moro, puisque lui aussi n'est plus capable de se transformer. Le dévoreur de planètes le dit lui-même, plus ils s'obstinent à se battre, plus leur énergie diminuera. Il est également capable d'aspirer l'énergie quelle que soit sa source, une planète, un être vivant, ou même de l'énergie projetée comme par exemple un canon Garrick. Moro fait comprendre à ses adversaires qu'il est désormais beaucoup trop fort pour eux. Il envoie donc une boule de ki sur eux, et celle-ci provoquera la destruction d'un village Namek situé à côté de la zone de combat. Moro salue tout de même la puissance de Sangoku et Vegeta. Il confie d'ailleurs qu'à son époque, des êtres aussi puissants n'existaient pas, et seul le Dai Kaioshin était en mesure de pouvoir l'arrêter. N'étant plus en état de lutter contre Moro, ce dernier se servira d'eux afin de gagner davantage de puissance. Il aspire donc le peu d'énergie qui restait en Sangoku et Vegeta, laissant nos deux superpuissants Saiyans dans un état entre la vie et la mort. Cette énergie est si intense que Moro va subir quelques modifications physiques. Il semble donc être rajeuni, moins courbé et plus en forme physiquement avec une musculature plus appuyée. Malgré une puissance colossale et des aptitudes incroyables, Moro n'est pas en mesure de retrouver les Dragon Ball de lui-même, et c'est pour ça qu'il a Cranberry à ses côtés. Pendant que Sangoku et Vegeta se remettent doucement de leurs blessures, Moro est actuellement en train de ravager le village de Tsuburi à la recherche des Dragon Ball, n'hésitant pas à brûler vivants ceux qui se montrent récalcitrants, et ayant entouré le village d'un mur de flammes, rien ne semble pouvoir arrêter Moro dans son massacre. Même un guerrier Namek possédant la force de plusieurs de ses pairs ne fera pas le poids face à celui qui est venu convoiter leur Dragon Ball. Laissant derrière lui un dégât total, les habitants du village ayant été massacrés sans aucune retenue. Moro apprend que finalement, Sangoku et Vegeta ne sont pas morts, ce qui le pousse à se jurer de les éliminer une bonne fois pour toutes lors du combat retour. Sachant que Merus est présent et qu'il est le patrouilleur actuel le plus puissant, Moro décide de passer à l'offensive en allant à la rencontre de Merus. Mais ses attaques ne seront pas efficaces pour défaire Merus qui se montre bien trop rapide dans ses esquives, réussissant même à atteindre Moro en lui jetant une sorte de substance qui semble bloquer Moro dans ses mouvements. C'est à ce moment-là que Monsieur Buu se joint au combat et celui-ci reconnaît rapidement Moro. Et à l'inverse, ce dernier reconnaît également le Dai Kaioshin à travers l'apparence de Monsieur Buu. C'est cette découverte qui pousse Moro à exploser de rage et à se libérer de l'emprise de Merus. La rancune qu'il porte envers le Dai Kaioshin étant bien trop profonde car souvenez-vous, c'est à cause de lui si Moro a été enfermé durant 10 millions d'années. Moro est confiant de ses capacités et donc il tente de combattre Monsieur Buu. Mais celui-ci se montrera particulièrement puissant face à Moro puisqu'il réussit à passer au travers de ses attaques sans subir aucun dégât. Moro va tout de même réussir à passer son bras à travers le corps de son adversaire, mais il ignorait que Monsieur Buu avait la capacité de pouvoir se régénérer. Et oui, il ne faut pas oublier que ça reste Majin Buu à la base. La supériorité de Monsieur Buu va pousser Moro à préparer une puissante attaque d'énergie planétaire, mais une nouvelle fois, celui qui l'effraie tant n'aura aucun mal à la repousser. Vegeta fait une remarque très intéressante puisqu'il a remarqué que l'énergie de Buu n'est pas sensible à l'absorption de Moro. Ainsi, les pouvoirs de Moro semblent être inutiles contre celui-ci. Un combat au corps à corps reprend, et Buu n'a donc aucun mal à brutaliser Moro, ce qui est une première depuis qu'il s'est évadé de la prison galactique. Même le Dai Kaioshin à l'époque n'avait pas réussi à un tel exploit. Même lorsque Moro fera sauter la tête de Monsieur Buu, il sera surpris que malgré cette attaque, celui-ci n'est toujours pas mort, sa capacité de régénération étant sans limite. Moro se fait la réflexion que s'il avait pu obtenir plus de puissance et regagner la pleine puissance de ses pouvoirs, il n'aurait pas été mis en difficulté de la sorte. Cependant, Monsieur Buu affirme qu'il est beaucoup plus fort que lui et qu'actuellement il n'a aucune chance de le vaincre.
Ainsi, il prend un malin plaisir à massacrer Moro dans un nouveau corps à corps explosif. Boo est tellement supérieur à Moro qu'il n'aura même pas besoin de se fatiguer pour le dominer puisqu'il fait usage d'une technique atypique qui consiste à faire que seuls ses poings martèlent son adversaire. Boo maintient donc le redoutable dévoreur de planètes pour pouvoir exercer sa technique suprême dite le Kaikai Mator. Mais soudain, le ciel s'assombrit brusquement, ce qui a tout l'air d'annoncer l'activation des Dragon Ball. Et effectivement, Cranberry a réussi à se servir d'un jeune Namek pour faire appel à Porunga. Et c'est en communiquant avec lui que Moro va regagner sa pleine puissance d'antan grâce à un vœu formulé par Cranberry. Une fois chose faite, on apprend que Moro n'est pas un homme de parole puisqu'il élimine Cranberry, alors que le deal de base était que Moro fasse un seul vœu et que Cranberry puisse formuler le sien pour conclure. Après avoir commis cet acte, Moro souhaite énoncer un dernier vœu avant que Porunga ne disparaisse, mais quel est ce vœu? Moro, ayant obtenu ce qu'il désirait, ne souhaite pas poursuivre son combat contre Sangoku et Vegeta, ou même le Dai Kaioshin. Il prend alors la fuite. Mais sachant qu'il vient de faire l'acquisition de sa pleine puissance, Moro ne s'arrête pas en si bon chemin. Et ce qui était une fuite juste avant, se transforme en une violente absorption complète de l'énergie de la planète Namek et de ses habitants. Ce n'est plus Monsieur Boo qui affronte Moro, mais le Dai Kaioshin qui a repris son apparence avec l'accord de Boo. Il est alors accompagné de Sangoku et Vegeta en Super Saiyan Blue pour faire front face à Moro. En revanche, il ne s'agissait que d'un double de lui, puisque celui-ci continue d'aspirer l'énergie vitale, et sachant qu'il est dans l'espace, seul le Dai Kaioshin est en mesure d'aller le combattre. Une ultime revanche est menée entre Moro et le Dai Kaioshin, dans les mêmes conditions qu'il y a 10 millions d'années. Le combat se déroule dans l'espace, Moro fait usage de sa télékinésie et son adversaire tente de son mieux de le défaire. Moro comprend alors que sa force est bien supérieure à celle du Dai Kaioshin, et il sait également qu'il ne possède plus la même énergie divine qu'à l'époque. Ainsi, et sachant qu'il est perspicace, Moro comprend rapidement que le Dai Kaioshin n'est plus en mesure de pouvoir exercer son attaque visant à priver Moro de sa magie, ce qui retire toute menace en son adversaire. Le dévoreur de planètes en profite donc pour brutaliser le Dai Kaioshin, obtenant donc sa vengeance sur ce qu'il a subi des millions d'années plus tôt. Le Dai Kaioshin comprend à ce moment-là qu'il a perdu le reste de ses pouvoirs divins depuis que Sangoku a éliminé Majin Buu originel, et Moro ne s'est pas privé de lire dans ses souvenirs. Voici désormais que la seule solution qui représentait une menace pour Moro se dissipe. Qui sera en mesure de venir à bout de sa puissance? Sur le point de porter une dernière attaque au Dai Kaioshin, Moro sera attaqué par Merus qui n'est pas résolu à laisser un tel geste être commis. La seule issue actuelle qui s'offre à eux est de ramener Moro dans l'atmosphère de Namek, afin qu'ils puissent l'attaquer tous ensemble. Mais visiblement, le dévoreur de monde ne compte pas se laisser faire. Finalement, il se fera avoir par une ruse de Merus qui se dirige vers lui dans le but de l'aveugler grâce à ses propulseurs. Le Dai Kaioshin profite de cet instant pour attraper Moro et se téléporter avec lui dans l'atmosphère. Tel était le plan. Bien que Sangoku et Vegeta sont persuadés de pouvoir en venir à bout, Moro leur fait la remarque qu'ils sont bien naïfs et qu'ils ont oublié un détail très important, son deuxième vœu. Celui-ci concerne la libération immédiate de tous les détenus de la prison galactique. Voici alors qu'une armée de prisonniers tous fidèles à Moro se forme. Une guerre se prépare. Ayant donc réalisé son dernier vœu et l'ayant partagé à ses adversaires, Moro est rejoint par ses fidèles et l'idée actuelle est qu'il partage sa force avec eux. L'armée en question débarque également. Étant en surnombre contrairement à Sangoku et Vegeta, cela sera-t-il suffisant pour les vaincre? Eh bien non, Sangoku n'a aucun mal à prendre plusieurs adversaires à la fois, et de même pour Vegeta qui ne rencontre aucune difficulté à terrasser la plupart d'entre eux. Pendant ce temps-là, Moro continue à absorber l'énergie de la planète, ce qui pousse nos deux Saiyans, protagonistes, à retrouver leur forme de Super Saiyan divin, avant de régresser tout doucement vers leur forme de base. Lorsque Sangoku demande quel est le but dans tout ça, Moro lui répond qu'il veut faire de la galaxie un endroit paisible où il pourra dévorer des planètes comme bon lui semble. Et rassembler des alliés n'était qu'une première étape pour y parvenir. Il confie également avoir horreur de ce qu'ils appellent la paix, il trouve que la protection de ce concept est inutile et qu'il ferait mieux de disparaître. Voilà un trait de personnalité similaire à celle du roi démon Piccolo.
Le manque d'énergie a poussé Sangoku et Vegeta à se replier une nouvelle fois, ce qui va permettre à Moro de finaliser l'absorption de la totalité de l'énergie vitale de la planète Namek. Voici qu'il retrouve une forme encore plus jeune. Lui-même dira qu'il a presque entièrement récupéré ses capacités physiques. Sachant que les Saiyans ont pris la fuite, Moro ne tente même pas de les retrouver, estimant qu'ils ne sont plus une menace. Il préfère alors les laisser vivre comme s'ils étaient du bétail. Son projet présent est de trouver des planètes qui débordent d'énergie afin de les consommer. Et c'est grâce à son armée qu'il réussira à dévorer la planète Zone dans un premier temps. C'est suite à un appel de la part de Shimoreka que Moro va constater que les combattants de la Terre se montrent particulièrement redoutables. Moro assiste alors à la scène depuis son vaisseau et remarque que la Terre a beaucoup évolué depuis tous ces millénaires, puisqu'il affirme qu'à l'époque, cette planète n'était habitée que par des singes. Krillin est un peu trop bavard, puisqu'il informe Shimoreka que Sangoku et Vegeta sont en train de s'entraîner et qu'ils reviendront. Moro, ayant appris la nouvelle dans le même temps, décide de garder un œil sur la Terre et patiente le retour des Saiyans afin de faire d'une pierre deux coups. Il apprend également que Vegeta est en train de développer sa puissance, il compte également absorber le plus d'énergie possible avant un énième combat qui l'opposera aux Saiyans. Pour ce faire, il va donc continuer à aspirer l'énergie vitale de nombreuses planètes afin de se préparer au maximum. L'armée de Moro continue alors de combattre les guerriers de la Terre et vont rencontrer alors beaucoup trop de difficultés sachant que le niveau des Z-Warriors est bien trop élevé pour eux. Moro trouve alors la Terre de plus en plus intéressante puisqu'elle déborde d'énergie aussi bien planétaire que par les combattants qui résident sur l'astre. Il décide alors de s'y rendre en personne après la défaite d'un de ses meilleurs soldats nommé Seven Tree. Je vous réserve d'ailleurs une vidéo à son sujet. Moro est content de sa trouvaille. Il est rare de trouver une planète qui regorge d'êtres avec de telles énergies. Il souhaite alors prendre tout son temps afin d'en tirer un meilleur profit de l'absorption qui leur est destinée. On découvre par la suite qu'il est capable de faire don d'une fraction de sa puissance lorsqu'il décide de booster Sagambo, un de ses fidèles soldats. Cette puissance lui permettra de combattre des combattants redoutables tels que C-17, C-18, Piccolo et même Sangohan pour le coup. Même une attaque lancée à pleine puissance par le duo Piccolo et Sangohan ne provoquera aucune blessure sur Sagambo. Il faudra alors que Sangoku intervienne pour changer la donne. Moro est alors ravi de retrouver le Saiyan. Les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. Le dévoreur de monde semble alors totalement insouciant de la santé de ses fidèles. Il n'hésite pas une seule seconde à se servir de Sagambo pour pousser Sangoku à faire usage de l'Ultra Instinct. Mais le corps de Sagambo ne supporte pas la puissance endossée et finira par s'auto-détruire. Et pour cause, il n'a pas d'amis, pas d'alliés. Ce sont seulement des soldats et rien de plus. Et lorsqu'ils tombent, eh bien, il les remplace, tout simplement. Sangoku opte alors pour les prémices du réflexe transcendantal, pour le plus grand plaisir de Moro. Les deux se font alors face, prêts à entamer un nouveau combat bien différent de ceux menés auparavant. Les premières offensives de Sangoku sont efficaces, même si elles n'atteignent pas directement Moro, qui quant à lui reste dans une phase d'observation de la nouvelle transformation de Sangoku. Il a donc rapidement compris que l'atout le plus puissant de Sangoku sous cette forme est la vitesse. Ainsi, il décide de l'immobiliser en faisant usage de sa magie et affirme à Sangoku qu'il ne s'agit là que d'une infime partie de ses pouvoirs. Lorsque le combat reprend, son intelligence de combat semble étonner Moro, puisque Sangoku n'est pas tombé dans son piège illusoire, ainsi un corps à corps débute et Sangoku ne tarde pas à montrer des signes de supériorité. Étant bien plus rapide que Moro, il peut alors continuer ses enchaînements avec efficacité, bien qu'à la finalité, Moro réussit à se défendre de manière plutôt correcte face à son adversaire. Contre toute attente, Moro n'était pas à fond de sa puissance, et décide donc de libérer celle-ci pour reprendre le combat et pour faire comprendre à Sangoku qu'il était bien loin d'être à son niveau. Il confie également à Sangoku que depuis leur dernière rencontre, il a absorbé de nombreuses planètes qui lui ont permis d'atteindre une force supérieure à celle d'un dieu. Moro a également compris que Sangoku ne peut pas utiliser l'Ultra Instinct sur une longue durée. Ainsi, il parvient à absorber une partie de son énergie, mais le combat n'est pas terminé. Les deux combattants libèrent alors chacun une violente énergie qui s'entrechoque, et Sangoku reprend alors l'avantage sur Moro, mais cela ne sera pas définitif. Après avoir assisté à la pleine puissance de Sangoku dans cet état, Moro sait désormais qu'il n'a rien à craindre de Sangoku, estimant son niveau supérieur au sien. Bref, la finalité de ce premier round est que Moro en ressort vainqueur.
Et bien que C17 et C18 tentent de venir en aide à Sangoku, leurs attaques se montreront alors inefficaces face à Moro. C'est donc Vegeta qui débarque et qui prend le relais face à Moro, et même si Vegeta n'est qu'en simple Super Saiyan Blue, il va faire usage d'une technique spéciale qu'il vient d'apprendre sur Yardra. Voici que la fission forcée de l'esprit est introduite. Cette technique consiste donc à faire que Moro recrache petit à petit les énergies qu'il a absorbées afin de les réattribuer à leur place respective. Cette énergie prend alors la forme d'une orbe, et celle-ci est rendue à ses origines. Donc elle est répartie un petit peu partout dans la galaxie jusqu'à leur emplacement. Moro a tellement perdu en puissance que son physique change, et retrouve peu à peu son apparence vieillie qu'il avait un petit peu plus tôt. Plus le combat s'éternise, plus l'énergie qu'a absorbé Moro le quitte. Et même si ce n'est pas tout le monde qui pourra revivre avec la réattribution de l'énergie, il faut retenir que c'est la seule technique efficace contre Moro. Sur le point d'être éliminé par Vegeta, Moro avait bien évidemment préparé un plan de secours puisque, nouvelle fois, Vegeta a manqué de vigilance et a rapidement oublié les capacités magiques de son adversaire. Ainsi, Moro disparaît un court instant, puisqu'il est tout simplement parti absorber l'énergie de Seven Tree, un combattant doté des capacités de nombreuses personnes. Cette ultime absorption donnera vie à un nouveau Moro, avec un physique tout neuf, bien plus jeune et une apparence quelque peu modifiée. Seven Tree n'était pas qu'un copieur de technique, il avait également copié la force de combat de Moro et donc il possédait les données de ce dernier. En ayant absorbé un double de lui en quelque sorte, Moro est devenu bien plus fort qu'avant et au passage il a retrouvé toutes ses capacités. Désormais, et en dehors de l'absorption d'énergie vitale, il est capable de copier les techniques de ses adversaires seulement en les touchant. Il parvient donc à vaincre Vegeta qui pourtant avait réussi l'exploit de l'affaiblir, il est temps pour qu'un travail d'équipe ait lieu. Piccolo et Sangohan seront alors totalement inutiles face à la menace que représente Moro, et même Sangoku qui vient d'expédier son plus puissant Kamehameha ne réussira qu'à lui arracher un bras. Mais Moro, étant capable de se régénérer grâce à l'aptitude de Piccolo, se régénère avant d'envoyer son bras à travers Sangoku. Telle est son attaque favorite puisqu'il a transpercé un Namek, Monsieur Buu, Cranberry et Sangoku de cette même manière. En dehors de ses pouvoirs d'absorption, de sa télékinésie et maintenant de son pouvoir de copie, Moro est également capable de télépathie. Il intercepte donc la conversation entre Piccolo et Dende. Pour éviter que tout le monde ne soit guéri par les soins de Dende, Moro décide de placer un dôme au-dessus d'eux afin de les isoler de l'extérieur. C'est au tour de Piccolo d'être neutralisé via un puissant Makenko Sapo. Ainsi Moro a réussi à lui seul à vaincre Sangoku, Sangohan, Piccolo, Vegeta, C17 et C18 sans aucune difficulté grâce à sa nouvelle puissance. Alors que plus personne ne semble pouvoir se mesurer à Moro, Merus fait son grand retour et décide finalement de l'affronter, même si sa disparition est certaine. Dans le même temps, Sangoku qui vient d'être rétabli de sa blessure se transforme dans les prémices de l'Ultra Instinct et frappe Moro, mais le coup n'aura alors aucun effet sur le dévoreur de planètes. Moro réussit alors à toucher Merus avec sa main, et c'était dans le but de profiter de son pouvoir de copie, mais l'apprenti ange lui coupera la main afin d'éviter que les données ne lui parviennent. Merus juge cette aptitude gênante. Il décide alors de lui briser le cristal qui lui sert à copier les capacités de ses adversaires, ainsi une première menace est écartée. Sachant que Merus est en train de disparaître petit à petit, il choisit comme dernier geste d'aller frapper le cristal situé au centre du front de Moro pour le fissurer. C'est suite à la disparition de Merus, qui a été effacé de l'univers, que Sangoku obtient son déclic. Il parvient alors à se transformer dans la forme complète et maîtrisée de l'Ultra Instinct. Et c'est sous cette forme qu'il va non seulement reprendre le combat contre Moro, mais qu'il va réussir à le dominer de manière incroyablement humiliante. Aucune des attaques de Moro ne portera leurs fruits, Sangoku se contente d'esquiver ou de contrer les offensives de celui qui était pourtant au sommet de la chaîne alimentaire. Sangoku réussira également à atteindre profondément Moro en un seul coup, provoquant des secousses sur la planète tout entière. Moro libère alors une profonde colère et provoque d'énormes projections d'énergie planétaire, mais Sangoku reste calme et concentré, la puissance de Moro ne semble pas l'inquiéter une seule seconde. Sangoku ira même jusqu'à lui offrir un haricot magique afin que Moro recouvre toute son énergie. Mais malgré cette régénération, il ne sera toujours pas assez fort pour vaincre Sangoku. Moro sera qualifié comme étant l'adversaire le plus coriace que Sangoku a pu affronter jusque-là, mais il est désormais temps d'en finir. La menace Moro doit être éliminée. Mais alors que Sangoku fait preuve de niaiserie comme à son habitude, Moro remarque que la main qui lui avait été sectionnée est encore là.
Il n'a qu'à la récupérer pour s'en servir et faire l'acquisition des données de Mérus, puisque souvenez-vous, il avait réussi à le toucher. Il opte alors pour le pouvoir de Mérus et en profitera pour mener un combat contre Sangoku qui fera le tour de la Terre. Mais l'organisme de Moro, ne supportant pas la puissance angélique, commence à subir des déformations plutôt inquiétantes pour la suite. Moro finit alors par fusionner avec la Terre, sachant que son organisme ne supportait pas la puissance angélique. Il a donc décidé de ne faire plus qu'un avec la planète pour qu'il n'y ait plus aucune entrave à ses limites. En ne faisant qu'un avec la Terre, Moro peut continuer à absorber l'énergie vitale de tous ses habitants. Beerus était d'ailleurs sur le point de se joindre au combat, mais il sera interrompu par un appel du grand prêtre. C'est donc Whis qui informe Sangoku de la manière dont il peut vaincre Moro sans détruire la Terre. Et l'idée reçue est qu'il brise le cristal qu'il a sur le milieu du front. C'est avec l'aide de Vegeta qui fait usage de la fission forcée de l'esprit que Sangoku va s'élancer jusqu'au front de Moro, mais il n'arrivera pas à le heurter. Ayant réussi à attraper Sangoku de ses mains, il lui volera toute son énergie et alors que tout semblait perdu, une nouvelle énergie se manifeste et se montrera particulièrement efficace sur Sangoku. Cette énergie a été envoyée par Oob, qui est la réincarnation de Majin Buu originel qui a été vaincu par Sangoku il y a quelques temps et souvenez-vous, ce Majin Buu pur s'est volatilisé avec le reste des pouvoirs magiques du Dai Kaioshin. Cette énergie permettra à Sangoku d'obtenir une forme bien plus puissante de son Ultra Instinct, donnant vie à une forme astrale qui va maintenir Moro, le temps que Sangoku lui brise le cristal central et provoquera donc la mort de Moro sans affecter la Terre. C'est ainsi que l'histoire de Moro s'achève au sein de Dragon Ball. J'espère que la narration de cette histoire vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je vous invite également à déposer un petit like pour le travail fourni, et à laisser un petit commentaire, ça montre le soutien à la chaîne. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Captain Barbu.